Amis des zones ici à Doba, chez Censeur Mouita, il était 17h30, info soir de la Voix du Paysan. Ce journal vous sera présenté par Dikolum Frédéric Ngardedjoum. Bonsoir. Bonsoir Nadia Sra Richard. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici pour vous les principaux titres. Faire le suivi et évaluer les activités de vaccination de masse contre la peste des petits ruminants et la péripneumonie bovine pour le compte de l'année 2022-2023. Telle est la visée d'une mission du ministère de l'élevage et des productions animales qui séjourne ici à Doba. Elle a tenu ce lundi 29 mai 2023 une rencontre avec la délégation provinciale en charge de l'élevage au Logone oriental. Plus de précisions dans ce journal. Au village Béromanan, dans le canton Gorée, département de la Niampende, 11 bœufs d'attelage ont été enlevés par les présumés assaillants armés qui ont blessé par balle une paysanne de ce village qui se trouve à l'hôpital de Gorée. La scène s'est produite dans l'après-midi du dimanche 28 mai 2023. Les animaux ont été récupérés après une rude poursuite enclenchée par les jeunes de cette localité accompagnés de 8 gendarmes. Des détails sont à découvrir dans cette édition. L'éditorial de ce lundi 29 mai 2023 se focalise sur les incessants cas de tuerie, la démilitarisation et l'insécurité que vivent quotidiennement les paisibles citoyens dans notre pays. Le journal, c'est aussi le mémorandum des évêques du Tchad adressé au président de la transition Mahamat Idriss Déby Itno, lequel mémorandum fait mention de la situation globale que traverse notre pays ces derniers temps. C'est tout pour les titres. Bonsoir, bienvenue à tous. Les tueries en Syrie dans les différentes localités du Tchad, l'insécurité qui accable la population, la démilitarisation ou le désarmement sont le sujet qui ont retenu l'attention de la rédaction de la radio La Voix du Paysan à travers cet éditorial qui porte l'estampille de John Toukevan. Les tueries en série sont un destin ou une malédiction pour les Tchadiens. À qui profitent ce sang d'innombrables paisibles citoyens innocents du nord au sud et de l'est à l'ouest? Oui, on a toujours tendance à faire croire que le son et le bruit des armes sont de la musique tchadienne, alors que la musique adoucit parfois les peines et console le cœur des personnes affligées. Mais ces dernières dites tchadiennes alarment la population, la rendant orpheline, veuve, sans abri, sans nourriture et sans soins. Au nom de qui et au nom de quoi ôte-t-on la vie humaine sans merci? Jean Rostand disait, et je cite, « On tue un homme, on est un assassin. On tue des millions d'hommes, on est un conquérant. On les tue tous, on est un dieu. » Fin de citation. Quel qualificatif doit-on donner à ces semeurs de troubles qui opèrent sans merci sous l'impuissance presque des autorités? Où est le gouvernement d'union nationale? Oui. Où sont les vaillants guerriers, soldats tchadiens, gendarmes de l'Afrique contre le terrorisme? La question en vaut la peine. Pendant combien de temps encore la promesse de protéger la population tchadienne et garantir leur sécurité tiendra et se réalisera? Chaque couche sociale de la population a un rôle à jouer pour éradiquer ce mal à la racine. Depuis le 14 avril 2023, les mondes de l'âme continuent de perdre ses enfants. De Mempon à Dangda, en passant par Bendiabo, Benargalem, bref, les cantons Bessau, Ngadibian, Andoum, l'on enregistre 47 morts et 39 blessés. Un chiffre provisoire qui plonge la population de ces localités dans le désarroi. Un pasteur tué en pleine prière, une gamine de 8 ans violée, plus de 120 bœufs d'attelage enlevés. Ne vous extasiez pas, car ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Combien d'autres cas répandus dans le territoire de notre pays? Abéché, Faya, Mayokebi, Moenchari, Mandoul, le Gone occidental. Quelle consolation et quel réconfort donner à ces paisibles citoyens de la Niampende qui ont payé le plus lourd forfait de l'assassinat d'El Hadji Ben, qui serait assassiné du côté centrafricain par son propre cousin, selon nos sources. N'allons pas chercher la réponse de midi à 14h. Le Tchad est loin de secourir sa population, alors n'importe qui peut se permettre de venir tuer et repartir paisiblement. Ensemble, chantons avec Béral qui dit « Viens chez moi, il y a un dépotoir. Il y a de la place pour toutes tes ordures. Tu as envie de tuer pour te distraire, mais dans ton pays, la vie humaine est chère. Viens chez moi, cher ami, ici c'est autorisé. Tue autant que tu veux, chez nous, seul le ventre est cher. » Pour l'instant, c'est la seule logique. Quand tu tues, n'est-ce pas que tu seras récompensé en grade ou en poste juteux? Est-ce que c'est la seule raison qui pousse à tuer? En tout cas, attendons de voir. Assassiner pour résister,
l'ultime souhait des auteurs de tueries en série qui planent et circulent sans crainte sous l'admiration des autorités. Sinon, que dire de la déclaration des malfrats du 22 avril citant leur chef El Hadi Oumarou Bello et El Hadi Boukari? Où sont-ils aujourd'hui? Déjà jugés? Ou sont-ils simplement des intouchables comme bien d'autres? Certaines personnes prétendent que l'esclavage est révolu. Mais allez dire à ces populations qui sont obligées de se déplacer et à qui on nie le droit de survivre. Les pertes en vies humaines par dizaines au jour, est-ce là cette protection de faire d'habitants sans défense? Applaudissons aussi fortement la délégation venue pour un travail spécial, la fameuse démilitarisation, autrement le désarmement. Qui désarme? La victime avec les mains vides ou le bourreau armé jusqu'aux dents? Diligenter une mission de désarmement est une chose meilleure, mais empêcher à un cuisinier de ne pas avoir un couteau à la cuisine et à un agriculteur de rester sans houe, moyen encore à un pêcheur sans saguet, saurait remuer doublement la plaie sur les blessures suite aux émeutes en cours. Qu'on se dise entre nous et soyons sincères, le désarmement n'est pas la paix. Un monde désarmé, si jamais il parvenait à se concrétiser, ne serait pas nécessairement pacifique. Le désarmement ou même la réduction de l'armement n'est pas une condition sine qua non pour obtenir la paix durable. Il est fondamental de distinguer les objectifs possibles et souhaitables du désarmement et de la maîtrise des armements et aussi identifier ceux qui sont à mesure de les porter. De Dobiti à Makobo, où les assaillants voleurs de bétail opèrent étant bien armés, n'est-ce pas là la tâche de la mission de démilitarisation à pouvoir récupérer ces joujoux d'intimidation? Finalement, Béboni, un coin stratégique pour la mission, surtout bien isolé de tous, est le point d'ancrage d'une fouille d'armes virtuelles. Ces armes sont estimées à 1240 puisque chaque chef de village des 62 que compte le canton Béboni est accusé de détenir 20 armes chacun. Et si nous faisons de l'arithmétique, prenons le cas d'une arme de marque carabine Max 45 qui coûte 1000 €, soit 655 957 francs CFA. Chaque chef de village aurait déboursé 13 119 140 francs pour s'acheter 20 armes. Pour tout le canton, une bagatelle de 813 386 680 francs CFA aurait été investie sans les agios pour acquérir ces armes. Réalité ou mythe? Pourquoi n'a-t-on pas utilisé cette somme pour développer ce canton dont la pauvreté oblige une partie de la population à ne vivre que du charbon de bois, détruisant dangereusement l'écosystème? Une mission militaire qui est crainte des autorités administratives de la place, les empêchant de les côtoyer. Alors, l'on est forcé de se poser la question, qui donne des ordres à qui? Le pays est commandé par qui? L'autorité ou le militaire? Face à cela, le militaire protecteur fait peur. Difficile de se sentir en sécurité, alors que sa présence doit au contraire inspirer confiance, protection et sécurité. Vivement à lundi prochain. La conférence épiscopale du Tchad a dressé un mémorandum à l'attention du président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, lequel mémorandum fait une analyse sur la situation générale que traverse notre pays. Le premier extrait de ce contenu avec Béalta Tamadjel Modeste. Excellence, la session de la conférence des évêques du Tchad qui s'est dernièrement tenue du 24 au 28 avril 2023 a été comme d'habitude l'occasion de porter un regard analytique sur la situation globale dans notre pays et d'évaluer la portée de certains événements. Malgré l'euphorie de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena, nous avons eu à faire l'amer constat que résume parfaitement ces paroles du prophète Jérémie. Si je sors dans la campagne, voici les victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, voici les souffrances de la faim. Même le prophète, même les prêtres parcourent le pays et ne comprennent pas. Jérémie, chapitre 14, verset 18. C'est dire combien la fin de la deuxième transition que nous traversons nous préoccupe tant. Les maux que vivent nos populations tendent à se multiplier, à s'étendre dans l'espace, à durer dans le temps. Bref, à devenir structurel. Dans une société, les faits divers, lorsqu'ils se répètent, deviennent des faits majeurs. Les faits majeurs, lorsqu'ils se généralisent, témoignent des courants ou des tendances qui caractérisent la dite société. Il est donc difficile pour un esprit averti de croire que les tueries et les pénuries au Tchad sont contingentes et accidentelles. Les tueries et les pénuries des denrées de première nécessité sont révélatrices d'un mot
mode de gouvernement et de courants de pensée qui doivent changer pour ne pas donner une mauvaise réputation à notre pays. Ces situations créées volontairement ou par ignorance constituent des défis et doivent nous interpeller tous. Mais en tout premier lieu, les gouvernants qui se sont donnés comme seule raison d'être de garantir la sécurité et le bien-être de leur peuple. Si je sors dans la campagne, voici les victimes de l'épée. La liste des conflits sanglants et des victimes de l'épée, des flèches, des lances et des balles est longue et macabre. Mais il faut tout de même en citer quelques-unes pour montrer l'ampleur de la violence meurtrière dans toute l'étendue du territoire. Dans le nord du pays, au Tibesti, la zone d'orpaillage se distingue par ses nombreux cas de torture inhumaine et ses tueries. Au sud, le lot quotidien des populations, ce sont les blessés, les morts et enlèvements de personnes contre rançon, les cases et moyens de subsistance brûlés. Ceci est vrai au Salamat, dans le Moyen Chari, dans le Logone occidental, dans le Logone oriental, dans le Mayo-Kébi, est et ouest, à l'est comme à l'ouest du pays, et au centre dans le Guéra. C'est la même désolation et la liste n'est pas exhaustive. Pour justifier les tueries du 20 octobre 2022, on brandissait les mots insurrection. Et maintenant, les femmes qui sont en train d'être massacrées dans le Logone oriental sont-elles aussi des insurgés et des rebelles? Qu'à l'origine, il y ait des conflits intercommunautaires ou la brutalité des forces de défense et de sécurité. Tous ces crimes sont imputables à l'autorité et à la mauvaise gouvernance des conflits. Nous convenons avec une haute personnalité de la République quand elle écrit « Il ne suffit plus de s'indigner devant le massacre de nos compatriotes des zones rurales. Il faut immédiatement trouver des solutions pour que ces barbaries s'arrêtent. Oui, le sang et les larmes des Tchadiens a assez coulé et il faut que cela s'arrête. Et le gouvernement doit agir en toute impartialité et au nom du droit s'il ne veut pas être accusé d'en être l'auteur et d'utiliser la terreur comme moyen pour gouverner, se maintenir au pouvoir ou le conserver. Béalta Tamadjel Modeste, les cas de tuerie, la pénurie de toutes catégories, les différentes formes d'exclusion et la composition des membres de la Commission nationale chargée d'organisation du référendum constitutionnel CONOREC sont autant des points qui ne sont pas omis par ce mémorandum destiné au président de la transition, Nadia Sra-Archar. Les Tchadiens ne meurent pas seulement de l'épée, des flèches et des balles. Les pénuries de toutes sortes affaiblissent notre peuple et le tuent à petit feu. La pénurie des produits pétroliers et ses conséquences sur l'ensemble des secteurs de la vie des personnes et des institutions sont tout simplement incompréhensibles pour un pays producteur de pétrole. Gouverner, c'est pouvoir, dit-on. Mais la pénurie que nous vivons aujourd'hui ne peut s'expliquer par un manque de prévision. Le prétexte de l'entretien de la raffinerie est tout simplement une insulte lancée à l'endroit de l'intelligence des Tchadiens et dont un mépris du peuple. Tout provient d'un calcul cynique et aucune explication ne peut justifier. La destruction de toute possibilité d'activité économique formelle et informelle, le ralentissement voire l'arrêt des secteurs de services essentiels ainsi que le chômage des jeunes plonge tout le pays dans une situation de paupérisation généralisée. Le silence de l'État et son absence dans la gestion des crises nous inquiètent. Par contre, l'entretien d'une clientèle bon marché couvre la perspective d'une transition dont le but réel est la conservation du pouvoir. Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales, dit le prophète. Alors, faut-il appauvrir les Tchadiens, les affamer et les réduire toute capacité de résistance pour les gouverner? Le premier et le deuxième forum sous feu le maréchal du Tchad, le dialogue national inclusif et souverain ont clairement montré les manipulations des consciences avec les conséquences que nous connaissons. Le référendum en préparation nous réservera-t-il le même sort? Certains signes prémonitoires ne laissent aucun doute. Le CONOREC, dans sa composition et à tous les niveaux, n'inspire pas confiance. Ne sera-t-il pas un instrument de plus à ajouter à la stratégie actuelle d'approvisionnement et de terreur pour la conservation du pouvoir de la terreur, car c'est le peuple réduit à la misère qu'on se prépare à convoquer au référendum. Nous voulons en tant que pasteurs de l'Église catholique rappeler que Dieu est attentif aux cris des pauvres, de la veuve et de l'orphelin. Les cris de lamentation du peuple tchadien montent vers Dieu à chaque tuerie
crues, chaque incendie de maison, chaque spoliation de bétail, de vivres ou de terres. Notre pays a trop souffert des pratiques destructives pour le tissu et les relations sociales. Il est temps que nous prenions conscience que Dieu fera tôt ou tard justice aux pauvres, relèvera et leur rendra leur dignité bafouée. La victoire de la vie sur la mort que nous venons de célébrer à la fête de Pâques nous en donne l'assurance. C'est la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres, de la libération de toute domination. Nous souhaitons que le plus haute autorité du pays soit attentive à ces cris du peuple. Pour arriver à cela, appliquons-nous à pratiquer la justice et le droit, à rechercher la paix, la sécurité et le bien-être pour tout en refusant de nous compromettre dans les pratiques courantes chez nous, le népotisme, la corruption et toutes les formes d'exclusion. Cela demande beaucoup de courage et de patience, mais c'est à ce prix que se fera la refondation du Tchad. Elle commence par une réhabilitation de rouages normaux de gouvernance et un respect des droits du citoyen, quelle que soit son origine, sa culture ou sa religion. Nous prions et nous invitons tous les fidèles catholiques qui sont à des postes de responsabilité de sortir de leur silence et d'œuvrer avec courage pour que le processus du référendum enclenché se déroule dans la transparence, la justice pour garantir une paix durable et véritable. Que Notre-Dame de la Paix intercède pour nous. N'Djamena, le 23 mai 2023, pour la conférence des évêques du Tchad, Djitangar Goutbi Edmond, archevêque métropolitain de N'Djamena, président de la conférence des évêques du Tchad, à la scienture. Franck Kanert, membre de l'œuvre de l'Église catholique allemande Miséricorde, par ailleurs directeur du bureau des postes du dialogue en N'Djamena, a effectué une séance de travail avec le Bella Caritas de Douba. Ce dernier a profité de l'occasion pour visiter la radio La Voix du Paysan de Douba ce lundi 29 mars 2023. Écoutons Franck Kanert après sa visite dans un enregistrement de Djelassom Olivier et Remadi Edwige. J'avais entendu parler de vous, que vous jouez un rôle important pour vos auditeurs, enfin qu'on vous écoute beaucoup dans le diocèse. Oui, je voulais profiter de cette occasion pour vous dire un simple bonjour. Ah, elle est assez grande, j'étais surpris, j'en ai vu d'autres qui sont plus petits. Une mission de supervision, suivi et évaluation des activités de vaccination contre la peste des petits ruminants et péripneumonie contagieuse bovine conduite par la secrétaire d'État au ministère de l'élevage a effectué ce matin un travail avec la délégation provinciale de ce secteur au Logone oriental. Madame Kalsaïbe Elisabeth, déléguée provinciale de l'élevage et des productions animales au Logone oriental, a dans son adresse d'accueil présenté son organisation tout en dressant le bilan de la campagne de vaccination réalisée dans sa circonscription. Il convient de rappeler qu'en plaçant sa transition sur le développement du monde rural, le premier éleveur du Tchad, Mamad Idriss Déby, ne s'est pas trompé, car le secteur constitue le socle de développement de notre pays. La délégation provinciale de l'élevage et des productions animales du Logone oriental, sa superficie est de 23 802 km² et elle est composée de 6 secteurs et 23 postes vétérinaires. Son cheptel est estimé à bovins 1 194 985, ovins 1 248 839, caprins 1 722 018 têtes, équins 12 606, porcins 799 309 têtes, camélins 6 138, asins 30 120 têtes et les volailles plus de 5 000 têtes. À ce jour, le taux de réalisation de la vaccination contre la PPCB et PPR est de 68,76%, soit 68 765 têtes de bovins vaccinés. Et celui de la PPR est de 80,43%, soit 321 536 têtes de caprins. Grâce à cette campagne, nos bétails seront épargnés de ces deux maladies. Pour Madame Fatimé Kodbe, secrétaire d'État au ministère de l'élevage et des productions animales, cette mission a pour but de superviser et d'évaluer les activités réalisées en ce qui concerne la vaccination des animaux, mais également de s'enquérir des difficultés rencontrées sur le terrain. Madame Fatimé Kodbe.
Ça fait presque 2 semaines que nous sommes en tournée pour la supervision de campagne, la vaccination PPR, PPCV des maladies d'animaux. Le but ici, c'est d'essayer de voir sur le terrain comment est-ce que les agents travaillent, les résultats qu'ils ont eu à faire, et puis d'essayer de voir avec eux aussi. Des fois, ils ont des difficultés et tout. Notre but, c'est d'éradiquer la PPR et de contrôler aussi la PPCV qu'on a eu à éradiquer, ça fait des années. L'un des membres de la commission infrastructure du projet route constitué par l'association pour le développement de Cou-Est, l'ingénieur Ngarbé Siméon, a animé le dimanche 28 mai soir un point de presse à la radio scolaire La Résilience. L'objectif de ce point de presse est de faire la lumière sur ce qui est attendu de ce projet de construction de route. Voici un extrait de cette communication. L'enclavement du département de Cou-Est durant chaque hivernage est préoccupant pour cette population. Autant l'espoir sous-tendu par le projet d'entretien de cette route et donc du désenclavement suscite diverses interprétations et compréhensions diverses, parfois contradictoires. Je voudrais faire d'abord ce rappel que le projet route relève du pouvoir de l'État. Et donc, si la communauté avait bien voulu initier ce projet-là, c'était pour parer à l'urgence et pour arranger en quelque sorte la situation en attendant que l'État n'intervienne. Et pour rappel, quand nous, les ingénieurs de la communauté, avions fait les prévisions, nous avons estimé que le coût prévisionnel pour la réparation des points critiques de cette route était estimé à 150 millions de francs CFA. Et que la collecte de la communauté à ces jours n'a atteint qu'autour de 20 millions de francs CFA. L'argent de collecte de la communauté est très dérisoire par rapport au coût estimé pour la réparation de cette route. C'est pourquoi la communauté n'a autre choix que de faire recours au plaidoyer auprès du gouvernement pour la relance du marché d'entretien qui était prévu et qui dormait dans les tiroirs de l'État. Et donc, fort heureusement, ce plaidoyer a abouti et a été concluant et qui a débouché sur le marché d'entretien courant en cours qui est confié à l'entreprise Solvet. Ngarbé Siméon a également souligné les différentes catégories des travaux à abattre durant l'entente de ce projet. Il convient de distinguer différentes catégories de travaux d'entretien à titre de précision. Il y a donc les travaux d'entretien périodique ou d'entretien lourd qui sont une sorte de réhabilitation complète de la route avec de reprofilage lourd. Il y a aussi les travaux d'entretien GENIS qui signifie gestion d'entretien par niveau de service avec un entretien lourd la première année et un entretien de suivi les années suivantes sur 2, 3 ou 4 ans. Il y a aussi les travaux d'entretien courant qui consistent à la réparation des points et segments défectueux de la route qui n'est pas une réhabilitation complète de la route. Donc, c'est le cas de ces travaux-là qui est confié actuellement à l'entreprise Solvet. Les caractéristiques essentielles de ces travaux-là sont la mise en place des buses sur les points de passage d'eau, le reprofilage léger des segments défectueux, les corrections des points critiques identifiés. Les ingénieurs de la communauté que nous sommes, nous ne sommes pas les superviseurs de ces travaux. Quand l'État confie un marché de travaux à une entreprise, l'État confie également le marché de contrôle à un bureau d'ingénierie ou un bureau de contrôle. Et donc, le premier, c'est-à-dire l'entreprise, a un rôle d'exécution et le bureau de contrôle ou le bureau d'ingénierie a un rôle de contrôle. Donc nous, notre rôle, c'est juste en tant que représentant de la communauté d'avoir un œil sur la réalisation de ces travaux-là et rendre compte à la communauté. Notre rôle aussi, c'est de plaider pour la prise en compte, par exemple, de nos pierres et nos moellons là qu'on avait collectés et qu'on avait déposés tout le long de la route au droit des points critiques. Grosso modo, notre rôle, c'est d'apporter des conseils, des observations et constats relevés dans la réalisation des travaux là pour permettre l'amélioration dans la réalisation des dits travaux.
17h54, il s'est tenu le samedi 27 mai dernier dans les locaux de l'antenne célière de Doba une formation à l'intention des femmes de différents groupements affiliés à cette organisation sur le thème appui à la participation politique des femmes aux élections du Tchad. Cette formation initiée par SUSAID a pour objectif de galvaniser la participation des femmes à des échéances électorales prochaines et les aider à surmonter les obstacles à la participation politique. Un panel composé de Yobelengar Giscard, délégué du premier arrondissement, et Dr Ezekiel, juriste et enseignant-chercheur, et bien d'autres ont été invités à galvaniser ces femmes pour plus de décisions quant à leur participation dans la vie politique. La peur de la gestion publique, celle d'être réprimandée, le mariage précoce, la complexe d'infériorité, l'interdiction de l'aval du mari sont entre autres quelques difficultés émises par les femmes au cours de ces échanges. Pour le panéliste Dr Ezekiel, les femmes elles-mêmes constituent leur propre barrière qui empêche leur participation à la vie politique. Notre objectif, c'était de renforcer la capacité et également aider les femmes à avoir une connaissance dans ces domaines. Deuxième, de faire connaître également aux femmes leur rôle dans la société également. Elles jouent également le même rôle que les hommes jouent. Mais malheureusement, nous avons constaté que beaucoup de femmes ne sont pas vraiment représentatives dans les échéances électorales, ne participent pas à la vie politique de ces pays. Il y a un penseur qui avait dit, quand on parle d'une femme, là, le feu et la femme ne sont pas des petites choses, c'est des choses qui ont de valeur. Donc la femme aussi a la capacité de se présenter également dans des échéances électorales. Force est de constater que beaucoup de femmes ne font pas. Elles trouvent que la politique c'est le travail des hommes et elles ne veulent pas. C'est la raison pour laquelle il faudrait d'abord les renforcer, les aider, les outiller à comprendre qu'elles ont la possibilité de se présenter aussi aux élections. Et lors de cette sensibilisation, nous avons constaté que les obstacles qui bloquent les femmes de participer à la vie active là sont nombreuses. Et seulement nous avons retenu d'abord la peur, le manque de confiance en soi et également le manque d'assurance de soi. Elles ont peur d'être victimisées, elles ont peur du mépris des autres, peur de faire seulement échec. Au vu de ces difficultés, quelques stratégies ont été énumérées pour permettre aux femmes de surmonter tous les obstacles et oser. Notre souci, chercher à atteindre, c'est de les amener à surmonter d'abord ces obstacles et se faire confiance soi-même avant de se présenter à ces échéances. Mais si elles-mêmes, elles ne se font pas confiance, ça va être difficile. C'est pourquoi nous les amenons à une prise de conscience que la politique, c'est aussi leur œuvre. Elles peuvent faire comme les hommes. Il ne faut pas qu'elles se focalisent sur la culture patriarcale qui interdit aux femmes d'être les leaders et ainsi de suite là. Nous avons énuméré quelques stratégies qui peuvent leur permettre d'avoir confiance en elles-mêmes. Nous avons dit que premièrement, c'est d'abord prendre un risque. Elles doivent briser la peur par la prise des risques. Il faudrait qu'elles risquent de faire quelque chose. Deuxième stratégie à mettre en place, c'est chercher à avoir des objectifs précis. Tant que dans la vie, on n'a pas des objectifs, on ne peut pas. Troisièmement, c'est également s'entourer d'un mur de victoire. Mur de victoire ici, c'est pour mettre l'accent sur les relations humaines. C'est-à-dire autour d'eux, il faudrait s'imposer par leur réalisation dans la société. Qu'est-ce qu'elles ont pu faire dans la société qui va impacter l'électorat, qui va aider la population à avoir une bonne image d'elle. Mais surtout, nous avons emprunté la citation d'un homme politique. Personne ne peut vous faire sortir, vous faire sentir inférieur sans votre consentement. C'est-à-dire, on ne peut pas nous reléguer au second rang sans que nous le voulions. Je l'avais dit à la une de cette édition qu'un groupe de 4 présumés bandits peu armés ont attaqué le village Béromanon dans le canton Gorée, département de la Niampendé. Ces présumés bandits ont réussi à enlever 11 bœufs d'attelage et blessé une femme de ce village qui se trouve à l'hôpital des Gorée pour les soins. La scène s'est produite dans l'après-midi du dimanche 28 décembre 2023 pendant qu'il pleuvait. Alertés, 8 gendarmes de Gorée accompagnés massivement des jeunes de cette localité sont mis à la trousse de ces derniers. Ils ont pu récupérer les bœufs enlevés mais n'ont pas arrêté les assaillants qui se sont volatilisés dans la nature. Joint au téléphone par la voix du paysan, le chef du village de Béromanon, Maïmbé Laurent, nous décrit l'événement.
Les Peuls au nombre de 4 armés ont tiré partout dans le village, semant la panique et ont enlevé 11 bœufs d'attelage. Ils ont cassé à l'aide d'une arme la jambe d'une paysanne qui se trouve à l'hôpital de Gorée pour les soins. Pourchassés par les jeunes accompagnés de 8 gendarmes venus de Gorée, les présumés bandits ont pris la poudre d'escampette, abandonnant les bœufs en brousse. C'est ainsi qu'ils ont récupéré les animaux enlevés. Nous sommes en insécurité totale. Nous sollicitons d'urgence la présence des agents de force de l'ordre dans notre village pour notre sécurité et celle de nos biens. Car ce n'est pas pour la première fois que nous enregistrons ces cas. Nous ne pouvons même pas travailler nos champs à cause de cette insécurité. Le représentant des jeunes de ce village, Alnodi Job, faisant partie de ceux qui ont poursuivi les présumés fauteurs, nous dit ceci. C'est terrible. Il a fallu une longue poursuite avec l'aide de 8 militaires pour récupérer les bœufs enlevés. Ce qui nous énerve dans tout ça, c'est que le commandant de brigade de Gorée nourrit une autre intention sur nous les jeunes de ce village. Car comment comprendre qu'il demande si nous sommes allés à la poursuite de ces derniers avec les armes? Pourtant, nous sommes allés ensemble avec les 8 gendarmes et nous sommes allés sans armes de guerre. C'est avec l'aide des militaires que nous avons réussi à les récupérer. Comme ce sont eux qui arment les bandits, ils croient que nous aussi avons des armes, mais loin de là. 18h passées d'1 minute, mesdames et messieurs, point final à cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Coras Delussanengar Maturin qui assure la mise en onde, réalisation et présentation de ce journal. Je suis Dikolum Frédéric Ngarndoudim. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.